Un. On a dit que c'était pour être haut. Moi aussi, j'ai fait un petit haut. Ah oui. Vous serez plus capable de sortir de là. Alors, bienvenue chez nous, M. Mulroney. Bienvenue à Trois-Rivières. Bienvenue à la librairie Clément Morin. Merci beaucoup. Je tenais à vous dire tout de suite avant de commencer à quel point j'ai apprécié votre livre. Je l'ai lu d'un couvert à l'autre. Merci. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai appris beaucoup. Ça m'a remémoré parce que quand même, je vivais au moment de votre règne. Ouais, et j'étais moi-même en politique. On m'avait dit que vous étiez charmeur, mais là, vous l'êtes vraiment. Non, j'avais une vingtaine d'années. J'étais moi-même en politique, à l'époque. Alors donc, un très beau livre, très volumineux. On vous le dit, hein? Il est très... Mais vous aviez des choses à dire. Vous aviez besoin de remplir toutes ces pages-là, de dire, bon ben là, il faut que ça se dise comme ça, tant qu'à le faire, on va le faire comme ça. Oui, bien, effectivement, j'ai décidé d'écrire le livre, mais ça m'a pris 4 ans de l'écrire, parce que, comme vous le savez peut-être, j'étais tombé gravement malade. Oui. J'étais hospitalisé et hors de combat à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Et hors de combat pendant à peu près 1 an. Pendant cette année-là, mon recherchiste, qui était un jeune homme qui s'appelait Arthur Milnes, qui était très très bien, il a continué son travail. Mais moi, je n'ai pas pu poser le moindre geste. J'étais trop malade. Mais en sortant, j'ai constaté que j'avais à peu près peut-être un quart du livre de fait. Puis je cherchais une façon de ne pas le terminer. Puis je regardais ça, j'étais rendu trop loin. Il a fallu que je reprenne le collier. Ce que j'ai fait, puis tranquillement, pas vite, ça s'est concrétisé davantage. Il y avait des éléments importants, des chapitres que seulement le Premier ministre pouvait écrire. Par exemple, dans mon cas, l'épisode de Beach, le traité de libre-échange, la création du sommet de la francophonie, tout ça. Alors, ça a pris énormément de temps, parce que j'écrivais largement sur des avions, des voyages internationaux. Je marquais en haut d'un chapitre, ça s'appelait, on voit des titres, des chapitres, oui. Et au début, c'était San Francisco, Londres. Comme un carnet de voyage, finalement. Et puis ensuite, je sais pas, Montréal, Afrique du Sud. Oui. Etc. J'ai pensé à un moment donné de conserver ces titres-là. Oui, ben, je vous comprends. On a changé. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, et le Devoir en faisait part la fin de semaine dernière, parce que vous avez une très bonne critique de votre livre de Manon Cornelier dans le Devoir. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement ces bouts-là de votre journal personnel, suite à des événements importants, que vous avez décidé de conserver à l'intérieur du livre. Alors, ce qui fait que vous dites, on a pas comme au-dessus d'une centaine de textes qui représentaient plus de 1000 pages, que vous avez juste vous-même écrit des impressions après, et vous avez décidé de les intégrer à l'intérieur. Oui, je n'en ai pas parlé à personne. Le livre était terminé presque à la moitié. Avant que je ne dise à mon éditeur, écoutez, j'ai un petit secret à vous livrer. C'est qu'après des moments plus importants dans ma vie, je me suis assis soit à 24 Sussex, soit au lac Harrington, qui est la résidence estivale du Premier ministre. J'écrivais des notes personnelles de 30, 40, 50, des fois 70 pages, qui portaient sur, que ce soit une visite importante du président Reagan ou un voyage en Chine, des longues discussions et négociations avec Deng Xiaoping, François Mitterrand et moi, à l'Élysée, etc. Des affaires comme ça. Alors j'ai dit, j'ai des notes
dans mon coffre-fort. Alors, je ne savais pas du tout à ce moment-là combien de pages. Alors, mon recherché s'était l'endroit. Il a constaté qu'il y avait à peu près 1345 pages de notes écrites à la main. Au même moment, ou presque, de l'incident en question, ou de l'événement important en question. Alors, oui, mais on dit, hey, c'est vraiment précieux. Oui. Par exemple, après la destruction de Meach par le premier ministre Wells de Terre-Neuve, je me suis permis d'écrire, je crois, peut-être une centaine de pages. Alors, puis écrit au même moment, avec la couleur, et la colère. La colère, l'émotion. L'émotion, etc. Et donc, on est allé piger là-dedans. Et vous allez voir dans le livre, de temps à autre, il y a un extrait de mon volume personnel qui est inclus. Alors, chapitre après chapitre. Oui. Alors, ça en fait, je pense que ça apporte une nouvelle dimension. Ben, moi, je trouve que ça fait comme l'événement, dans le fond. Mais en même temps, vous nous mettez un petit peu en garde, comme vous vous êtes mis vous-même en garde en disant que c'est correct de faire notre journal personnel suite à un événement, mais en même temps, il faut prendre un petit peu de recul. C'est ça. Parfois, alors j'imagine que vous avez fait un choix très judicieux. La colère et toute l'émotion dont vous parliez par rapport à Wells. Oui. J'imagine qu'il y a des bouts qu'on ne retrouve pas à l'intérieur. Je ne l'ai pas ménagé, je l'ai passé au cash. Oui, hein? Amplement mérité à part de ça. C'était le fossoyeur de Meach, guidé et aidé par certains individus qu'on connaît. Et, le petit gars de Shawinigan qu'on entend ici, là. Ouais. Bon, ça y est, oh ben là. Je vais Vous êtes en pays ami, là, M. Belroni. Vous êtes en pays ami, là. Alors donc, finalement, c'était de faire un tri dans tout ça. Ce que j'ai trouvé beau aussi, je veux aller sur tout ce que j'ai trouvé de beau et d'intéressant. D'abord, vous êtes un très bon conteur. Vous êtes un très bon conteur. Vous racontez bien les choses. Et il y a beaucoup de sensibilité dans ce que vous racontez. Beaucoup aussi de reconnaissance par rapport aux différentes personnes, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau international, au niveau de votre équipe, au niveau des gens que vous avez rencontrés. Il y a beaucoup de reconnaissance dans ce livre-là. J'ai noté que vous avez toujours un bon mot, mis à part Clyde Wells, mis à part certains autres dont on a abondamment parlé, là. Mais c'est important pour vous, à travers ce livre-là, de rendre hommage, d'être reconnaissant par rapport à ces gens-là. Oui, alors, mais tout ça, c'est un travail d'équipe. Ouais. Bon, ça donne que j'étais le chef de l'équipe, j'étais le Premier ministre. Mais j'aurais pas pu devenir Premier ministre sans l'aide du grand nombre de personnes. Alors, on ne peut pas procéder une fois au pouvoir en disant me, myself and I. Et ça demeure un travail d'équipe avec des collaborateurs précieux. Alors, lorsque j'écrivais le texte, j'essayais de poser un jugement objectif, jugement d'erreur objectif et honnête sur la collaboration de mes conseillers, puis de mes ministres, etc. Et lorsque vous regardez ça, c'est comme une famille, hein, lorsque vous regardez ça avec le recul de décennies, et vous dites, oui, mais ma famille, mes enfants, ou vos enfants ont bien réussi. C'est pas seulement à cause de M. Tel, mais également son épouse, ou même des enfants, des ma tante, et mon oncle, etc. Ça fait partie de la gang, ça. La même chose avec un gouvernement. Nous étions tous des collaborateurs ensemble. Il y a une expression en latin qui décrit le Premier ministre comme étant un primus inter pares. En anglais, the first among equals. Oui, mais sans les autres, vous pouvez être numéro un comme Premier ministre, mais sans les autres ministres et collaborateurs, vous êtes peut-être numéro un, mais numéro un en opposition, au lieu d'être au pouvoir. Alors, il faut faire attention. Bon, il y a votre parti, il y a vos collègues, tout ça, mais il y a aussi tous les autres. Ces gens-là, ces ministres, je pense entre autres qu'il y a des passages très émouvants avec Margaret Thatcher, très émouvants.
où finalement, lorsqu'elle est remise en question, entre autres, qu'elle se confie à vous, on sent qu'il y a une certaine amitié, il y a une bonne amitié entre vous deux. Hein? Entre vous et Mme Thatcher? Oui, qui persiste toujours. Je le vois souvent. Je m'en vais à Londres dans une semaine ou 10 jours, et puis je vais le voir pour le souper. On se voit régulièrement, on reste en communication. Oui, c'est un aspect de la vie politique. J'étais Premier ministre pendant 9 ans. Oui. Donc, j'ai fréquenté des gens comme Margaret Thatcher et François Mitterrand et Ronald Reagan sur une base régulière. Il y a toujours des meetings bilatéraux, il y a des meetings de la francophonie, du Commonwealth, de l'OTAN, etc. Alors, de l'OTAN, etc. Alors, on est toujours ensemble. Et avec ça, au fil des ans, on devient mes collaborateurs. En cas de Margaret, qui était quand même une force exceptionnelle, qu'elle, Premier ministre, il y a une personnage extraordinaire. Un jour, un commentaire qu'on faisait à son sujet, elle invitait ses ministres à dîner chez Claridge's à Londres une fois par année. C'est elle qui invitait. Alors elle s'installe à table, et puis le garçon de table, le maître, il dit, puis alors il est entouré de ses ministres. Et puis elle était la seule femme dans tout le gouvernement. La balance, là, c'était tous les ans. Alors le waiter dit, Prime Minister, what would you have? Madame Thatcher dit, I'm going to have the roast beef. The waiter lui dit, and what about the vegetables? And she said, they'll have roast beef too. Mais monsieur, Elle ne se gênait pas. Ben non. Et puis, on était largement d'accord, mais sur la question de l'apartheid en Afrique du Sud. Ben oui, vous avez eu quand même des accrochages. Des accrochages aussi. Oui, grave. Ben oui. Parce qu'elle n'était pas d'accord avec notre politique d'imposer des sanctions pour la libération de Mandela et pour mettre fin au régime apartheid en Afrique du Sud. Elle avait d'autres idées. Puis elle voulait nous convaincre de suivre. J'ai dit, Margaret, on ne fera pas ça. Le Canada est contre ça. Nous autres, on est en faveur de l'imposition des sanctions. Nous voulons la libération de Mandela. Nous voulons la fin abrupte et brutale de ce régime d'apartheid en Afrique du Sud. Elle était en désaccord. Alors, il y avait des chicanes épouvantables entre elle et moi sur ça. Et elle joue dans la Ligue nationale. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ramassé Premier ministre d'Angleterre lorsqu'elle était douce et agréable. Non. C'est une adversaire féroce. Mais vous avez quand même, est-ce que c'est une habitude, vous me pardonnerez mon ignorance, de conserver comme ça des relations après les mandats, comme elle, avec vous, de continuer quand même une dizaine d'années plus tard à dire, bon, mais on se voit encore, on se fait des visites amicales et tout ça. Est-ce que c'est dans l'habitude des anciens premiers ministres de conserver, de nourrir des amitiés comme celle-là? Je ne peux pas parler pour les autres, mais dans mon cas, par exemple, j'ai servi avec le président Reagan, le président Bush. Reagan, à son décès, sa famille m'a invité à prononcer le discours à l'occasion de ses funérailles à Washington. George Bush, je suis allé à la chasse avec lui il y a 2 semaines dans le nord du Québec, ici. Alors on se voit régulièrement. On a conservé ces amitiés-là. Mandela, je le vois en Afrique du Sud chaque février, et à Londres chaque juin, mois de juin. Alors on conserve ces amitiés, parce qu'on a vécu des grands moments ensemble. Des succès et des insuccès. Oui, c'est ça. Alors, ça fait une espèce de fraternité intéressante. Et puis, on conserve
des amitiés personnelles. Aussi, à travers tout ça. Oui, oui. Vous avez été 2 mandats Premier ministre du Canada. Un deuxième mandat qui s'est terminé, c'est un peu décevant. Vous avez eu des grosses déceptions, l'échec de Meade, Charlottetown. Par contre, les succès, il y en avait. Le libre-échange, on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, vous me permettrez de vous féliciter pour l'honneur qui vous a été rendu hier à l'Institut Fraser pour souligner le 20e anniversaire. On n'en voit que les bons côtés, finalement, de Mitch. Hein? Ça doit être dur, M. Mulroney, de passer à travers tout ça, de savoir qu'il faut laisser passer le temps parfois pour qu'on voit nos bons coups. Est-ce que ça a été parce que vous avez quitté, c'était difficile, c'était un climat qui n'était pas facile, et là, vous écrivez tout ça. Réécrire, dans le fond, votre propre histoire, c'est de se ressouvenir. Comment vous réagissez de voir, dans le fond? Il y a ça, puis il y a également le phénomène de Winston Churchill, qui était Premier ministre, bien sûr, de l'Angleterre, puis on lui demande un jour, well, Prime Minister, how is history going to teach you? It's going to treat you? Well, he says, history is going to treat me very well, because I plan to write it myself. alors, chacun écrit sa version de l'histoire, et ça fait un tout, ça fait partie d'un tout par la suite, et la population jugera. Dans mon cas, nous étions dans une situation mouvementée, difficile. J'avais procédé avec un agenda extrêmement mouvementé. Comme Premier ministre, lorsque vous regardez ça avec un certain recul, vous pouvez être populaire, ou vous pouvez réaliser de grandes choses. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Non. Si vous voulez jouer au golf la journée-là, vous pouvez le faire dans les meilleures circonstances, pas trop brusquer les choses. Mais si vous voulez effectuer des changements en profondeur dans notre économie, dans notre système, il y a une résistance féroce que vous allez découvrir. Alors, de deux choses l'une. Soit que vous acceptez cette réalité et que vous vous pliez devant elle, ou vous dites, écoutez, je suis ici parce que je suis un leader. Je ne suis pas ici pour suivre, je suis ici pour exercer du leadership. Et en fonction de ça, que ce soit populaire ou pas populaire, la question de base, c'est la suivante. Est-ce que c'est dans l'intérêt national du pays? Et moi, j'en suis venu à la conclusion suivante. Puis j'avais sorti une phrase en anglais un jour à l'effet que a leader should lead, not for easy headlines in 10 days, but for a better Canada in 10 years. Des fois, ça prend du temps. Lorsque vous dites non à vos enfants, quand les enfants veulent du chocolat, et alors vous n'êtes pas populaire. Mais si vous accepteriez leurs demandes constantes, dans 10 ans, il n'y aura plus de temps. Et on dirait, comment ça se fait, papa, que vous n'avez pas exercé le leadership, au moins de me dire non. Alors, que ce soit avec l'accord du lac Meech, où j'ai connu une résistance féroce, comme vous le savez, de la part de certains, ou le traité de libre-échange, ou l'ALENA, la TPS. Oui, mais oui, la fameuse TPS. La TPS. Et c'est grâce au libre-échange et à la TPS que le Canada a réussi à équilibrer son budget, et puis à payer la dette, puis d'éliminer le déficit. La formation politique qui nous a dit qu'elle allait éliminer la TPS, puis le libre-échange. Ils n'ont jamais fait. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose, il n'y a plus de TPS. Parce que ça n'a pas été aboli, ça. Par quelqu'un, il me semble que oui. La réalité, c'est que l'an dernier, ça a ramassé pour le fisc canadien 33 milliards de dollars. C'est avec ça que Paul Martin a payé, a éliminé le déficit, puis qui a payé la dette. Alors,
m'a dit comment dire. Oui, c'est pas lui qui l'a dit, c'est madame qui l'a parlé. On n'en parlera pas. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Je vous donne, je termine là-dessus. Le traité de libre-échange. Justement, ils ont fêté ça hier soir à Montréal, le 20e anniversaire. 3 millions d'emplois de créés dans l'espace de 7 ans. 3 millions de nouveaux emplois au Canada. 80% de ces emplois ont été créés à cause du libre-échange. Ça en fait des jobs. Alors, puis ça a provoqué la modernisation de notre économie. Alors, quand j'ai constaté en 88 que c'était impopulaire, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'ai dit, oui, mais c'est impopulaire, on ne m'aimera pas. Alors, je vais le laisser. Je vais délaisser ça, je vais laisser tomber, puis je vais procéder avec une autre bebelle. Ou de dire, c'est peut-être impopulaire, mais les intérêts supérieurs du Canada commandent que j'ai le courage de continuer à me battre pour ça. Si je suis battu dans l'élection générale de 88, tant pis pour moi. Et au moins, j'aurais été battu en essayant de réaliser certaines choses qui sont d'envergure pour notre pays. Alors pour moi, c'est du leadership. Il y a deux choses. L'une, si vous voulez être en politique, soyez un leader. Si vous cherchez de ne pas le faire, vous pouvez rester à la maison. Ça, c'est parfait. Mais ce n'est pas le choix de carrière qui implique les talents d'un premier ministre. Oui, bon, ben justement, là, on n'a pas fini l'entrevue tout de suite. Là. Non. Donc, vous avez dit tantôt, vous avez dit, ben là, je vais terminer là-dessus. J'ai dit, mon Dieu, tu déjà. Non, terminé ma réponse. OK. Alors, mon Dieu. Alors, ce que je voulais vous demander, c'était justement, vous venez de dire, c'est pas une job pour se faire aimer. Oui. Et vous dites dans votre livre, d'ailleurs, vous en parlez de ça, qu'il ne faut pas arriver là, avec cette job-là. C'est sûr qu'on a tous besoin d'être aimé, d'être apprécié. Oui. Il faut être fait fort. Oui. Mais il doit y avoir eu des moments, M. Mulroney, où c'était pas facile. Quand vous aviez, là, d'ailleurs, vous parlez de la presse parlementaire à Ottawa, comment c'était pas facile, quand vous étiez contesté, bon, tout ça. Il doit y avoir eu des moments dans votre vie, là, où vous dites, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est bien beau le servir mon pays, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oui, effectivement. J'ai eu des moments de cette nature. Vous savez, si vous prenez vos cornflakes ce matin, regardez les journaux, ils sont 8 colonnes, des critiques sans arrêt. Tout ce que vous faites, votre montre, votre chemise, votre cravate, vos yeux, votre voix, vos politiques, tout passe au cash. Et un jour, je dois vous dire, un jour j'étais au lac Harrington, je vous ai mentionné, c'est la résidence estivale du premier ministre, mais également pour l'hiver. C'était au mois de novembre. Et un samedi. Puis à ce moment-là, j'étais jeune et fringant et stupide, et je lisais les journaux. Mais j'ai appris. Et alors ce matin-là, c'était un samedi, j'étais tout seul à la maison avec mon chien. J'ai lu les journaux. Il y en avait près d'une douzaine de journaux dans mon den en haut, au 2e étage à Harrington. Et là, je regarde ça. Chaque éditorial, chaque chroniqueur m'avait passé au cash de façon extraordinaire. Je n'avais pas un seul ami là-dedans. Ou quelqu'un qui aurait pu dire un mot favorable à votre humble serviteur. Pas un. Alors je me lève, je regarde à l'extérieur, c'est au mois de novembre, une espèce de pluie verglaçante. J'étais pas de l'air particulièrement joyeux à l'extérieur. Puis je pensais à ça. À un moment donné, je me suis dit, écoutez, si moi je suis stupide, si stupide, puis eux, les journalistes, les commentateurs, sont tellement bright, comment ça se fait que moi je vis dans la résidence du premier ministre? Alors, j'en ai parlé à Mme Thatcher. Mme Thatcher me dit, à un moment donné, elle écoute, elle dit, écoute Brian, me semble que tu viens d'avoir une élection au Canada. Me semble que tu l'as gagné. J'ai dit oui. Elle dit, écoute,
Il s'agit simplement d'être populaire une journée par 5 ans. C'est le jour du vote. Alors j'ai conservé cette perle. Alors, c'est quelque chose. Bon, ça répond très bien à ma question. J'aimerais ça revenir sur la notion d'écriture. Oui. Ça me fascine, moi, que vous ayez écrit comme Oui. ça. Puis on sent chez vous, parce que c'est un très bon tribun, c'est dit, lorsque vous parlez de votre jeunesse, il y a des gens qui commandent comment vous étiez un bon tribun, vous avez des bons discours, convaincants, persuadés, tout ça. Alors j'imagine que parler, écrire, ça finit par se ressembler aussi. Vous, est-ce que vous étiez le genre d'étudiant chaque soir à écrire un petit peu sur la journée? Je sais que vous aimiez écrire des textes sur le Québec, sur le Nord, entre autres, vous en avez écrit un sur le Nord. Mais l'écriture dans votre vie, simplement, qu'est-ce que ça représente? La lecture, pour moi, c'est très important. J'ai toujours été un grand étudiant de l'histoire, etc. Mais écrire, non. Non? Je dois vous dire qu'une des choses qui m'a surpris le plus, c'est les critiques de ce livre-là, où on parle en bien du style et de l'approche. Je suis à la fois honoré par les commentaires, mais surpris. Parce que je n'ai jamais pensé que j'avais un talent particulier. Écoutez, je pouvais me faire comprendre en écrivant ou en parlant. Mais je n'ai jamais pensé que j'avais un talent particulier pour Alors ça vous étonne qu'on vous dise Ça m'étonne, c'est bien écrit, c'est intéressant. Il y a un historien qui s'appelle J.D.M. Stewart, qui a fait une critique pour l'Ottawa Citizen. Ouais. Et Dr. Stewart, qui est un grand historien, il a commencé en disant le plus important et le plus convaincant livre d'histoire jamais écrit par un homme politique au Canada. Moi, j'ai lu ça. Je passais à travers. Je n'ai pas pensé pour un instant, même si mon nom était dedans, il parlait de moi. Je pensais qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Alors, finalement, un de mes associés a dit, est-ce que vous avez lu la critique de Dr. Stewart aujourd'hui? J'ai dit, j'ai vu le commentaire, oui. J'ai dit, je pensais que c'était au chef de M. Pearson. Non, 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 c'était votre sujet. Effectivement. Tellement que j'étais surpris par la générosité de ses commentaires. Je ne m'attendais pas à ce que ça s'applique à moi. Alors, je suis heureux de le constater, mais c'était la réalité. Mais est-ce que ça vous donne le goût? Parce que vous dites que vous allez écrire autre chose. Dans vos remerciements, vous dites que éventuellement vous allez revenir sur certains faits, que vous allez republier probablement un autre ouvrage. Est-ce que c'est le plaisir d'avoir écrit celui-là qui vous donne des ailes ou tous ces bons commentaires que vous recevez? Ben, si tout le monde de Trois-Rivières achète 10 copies pour Noël, on en a créé un deuxième. Justement, M. Mulroney, il faut dire peut-être aux gens, j'ai trouvé ça remarquable et en même temps, ça fait partie aussi de votre personnalité très généreuse à l'intérieur du livre. Quand je disais tout à l'heure que vous êtes reconnaissant, vous êtes beaucoup reconnaissant aussi par rapport à votre famille, votre père qui a travaillé très dur et l'éducation que vous avez reçue. Et ce livre-là, les ventes de ce livre-là iront à des bourses qui portent votre nom dans différentes universités canadiennes et qui sont à la mémoire de votre père et de votre mère. Qui portent leur nom. Le nom de vos parents. De mes parents. Ah bon? Oui, c'est des bourses d'études que j'ai créées il y a plusieurs années maintenant et que j'ai financées et qui donnent des bourses de 7 ou 8 000 par année à même les investissements en l'honneur de mon père, ma mère, qui venait de Sainte-Catherine de Portneuf. Ben oui. Mon père a travaillé dans la Grande Dépression, il a travaillé à Trois-Rivières. Dans le Cournant, et ensuite Trois-Rivières. Alors, lorsque j'ai pu le faire, j'ai décidé d'établir. C'était deux personnes qui n'avaient pas de grande éducation formelle. Mon père et mère étaient rendus vers le 7e, 8e, 9e année peut-être. Mais ils avaient un grand respect pour
formation et l'éducation secondaire et universitaire. Et on nous a encouragés, puis on fait énormément de sacrifices pour que je puisse avancer dans ce domaine-là. Alors j'ai établi des bourses il y a quelques années en leur nom, et dans ce livre-là, les profits de ça, qui normalement me reviendraient, seront affectés à ces bourses-là d'études, mais qui donneront aux jeunes moins bien nantis l'occasion de fréquenter des universités, soit au Québec, soit ailleurs au Canada. Alors j'ai pensé que c'était ce serait une façon appropriée de remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que c'est beau. Quand vous êtes devenu premier ministre, votre papa était déjà décédé. Il était décédé. Ma mère était vivante. Mais votre mère était là. Oui. Si elle devait être fière, elle était, on le voit ça. Elle était, c'était extraordinaire pour elle. Imaginez-vous, on n'était pas simplement loin de Sainte-Catherine de Portneuf ce jour-là. Mais c'est encore mieux. Ma mère, c'était une grande catholique, pratiquante. Même jusqu'à son décès, elle ne mangeait pas de viande. Le vendredi? Le vendredi, non pas. Moi, j'ai dit, écoute, le pape, il a décidé que c'était correct. Maman. Ah, il peut changer d'idée. Elle ne voulait pas pécher de façon rétroactive. Mais à un moment donné, quelques jours après, effectivement, le pape arrive. Moi, j'étais assermenté le 17 septembre, et 2 jours après, c'était organisé ça avec le gars des films avant. L'ancien gouvernement avait orchestré la visite du pape. Mais le premier ministre, à ce moment-là, était défait. Moi, j'étais le nouveau premier ministre, alors c'est moi qui ai pris charge de la visite papale. Et là, on nous informe qu'il y a une messe spéciale. Il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes dans un endroit pas loin d'Ottawa. Ma mère, je l'ai invitée, bien sûr, et on nous a dit qu'il y avait 10 personnes de choisies à travers le Canada, une personne par province, je pense, qui pouvaient recevoir la communion directement du pape. Alors, imaginez-vous, ça se bataillait pour les 10 billets. Alors, moi, j'étais installé, je regardais ça. C'est moi qui avais décidé. Alors, ma mère était justement là. Cette personne était en outre, il y avait une série, il y avait le cardinal d'ici, le cardinal de Montréal, puis le cardinal de Québec, puis l'archevêque, puis il y avait 500 000 personnes, à peu près, à la messe. Il y en avait 10. Ouais. Alors, on arrive vers la 9e, puis juste avant de se terminer, ma mère se lève. Elle se met en ligne. C'est juste comme le petit Jésus de prêtre. Un beau sourire, là. Et un instant, je me suis dit, hey, maman, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, moi, j'arrive. Elle est allée directement voir le pape. Alors, pour le gars qui devait être 10e, il a fallu que je convoque le cardinal pour lui dire, organise donc un autre, là, pour... Dis donc, c'est mon pape. Qui en restait un vrai 10e. Un vrai ici. Alors, j'ai dit à ma mère après, qu'est-ce qui se passe? Tu ne devais pas être... Elle a dit, tu sais, Brian, j'ai jamais pensé que tu serais premier ministre. J'ai jamais pensé que le pape viendrait. Ou que moi, j'aurais l'occasion de voir le pape. Mais à un moment donné, tu es devenu premier ministre. Le pape est arrivé, puis moi aussi. Alors, M. Mulroney, écoutez, presque en terminant, parce qu'on fait des signes, elle dit que je peux prendre un petit peu mon temps. Je vais prendre un petit peu mon temps, quelques minutes. Non, après, on va aller après.
justement, il y a la mer. C'est important peut-être de dire aux gens que vous êtes d'origine irlandaise. Oui. Vous venez de, bon, vous l'avez dit, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans Port-Neuf. Vous êtes retourné plus tard en Irlande, dans un de vos voyages comme Premier ministre. Vous êtes allé dans le village où vos ancêtres étaient. Et vous êtes allé voir les tombes et tout ça. Et vous avez été, vous vous êtes comme remémoré des chansons de votre mère. Parce que moi, je suis d'origine irlandaise aussi. Mais pas, nous autres, c'est du côté de Leeds, Saint-Agathe-de-la-Pinière, dans ce coin-là, les Powers. Et alors, moi aussi, j'ai eu l'éducation irlandaise, donc les chansons, j'en connais. Mais faites-moi pas chanter. Vous parlez d'une chanson, The Mountains of... Vous dites dans votre livre, c'est une chanson... All the Mountains of Mourne. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi cet air-là? Vous dites, ça m'est revenu, mais une chanson que maman chantait. J'ai trouvé ça tellement cute. Là, j'essayais d'en vivre. Je disais, écoute, mais ça, on la connaît pas. C'est quoi l'air? Elle est non seulement irlandaise, elle est débile. Non, c'est une... je me souviens presque pas maintenant. Mais c'est une chansonnette irlandaise que ma mère chantait. Et effectivement, ça parle des Mountains of Mourne qui se donnent sur le village de Carlingford, où on sépare l'Irlande du Nord de l'Irlande du Sud, la République de l'Irlande. Et puis les montagnes, on parle des the Mountains of Mourne, that run down to the sea. C'est comme ça. Ouais, vous avez déjà les premières. Vous n'avez plus la mélodie. Il l'a perdu. Vous l'avez perdu? On va vous chanter deux mots. Ah, allez-y. C'est dit simplement Where the mountains of Mourne roll down to the sea. Ah, c'est... Ça fait tellement penser à ma famille. Ça fait du bien. Merci. Presque en termination. Je vais dire ça comme ça, OK? Dans cette écriture de livre-là, parce que là, on passe les deux mandats, on passe votre jeunesse, on passe vos études, on passe des codes difficiles, on passe à Lucien Bouchard. Bon, je l'ai bien lu, je l'ai relu, j'ai même pris des notes, j'ai dit, ça a été des moments difficiles pour vous. M. Trudeau aussi, il y en a eu quelques-uns comme ça. Vous avez fait le choix de les écrire. C'est sûr que ça fait partie de l'histoire, comme si on pense à Lucien Bouchard, c'est historique dans le sens qu'il a quand même quitté votre parti, en a fondé un autre, il vous a trahi, hein? Il vous a trahi avec Meach et tout ça. Est-ce que pour vous c'était comme incontournable de mettre cette information-là? Si vous n'aviez pas mis c'est un choix. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est un choix que vous avez fait de mettre cette information-là. Vous avez fait des choix dans vos informations, j'imagine? C'était important pour vous de parler de ça, de revenir là-dessus. C'était pas trop douloureux? C'était douloureux, profondément douloureux. Même d'y revenir, j'imagine. Lucien Bouchard, c'était un de mes confrères de classe. Je l'aimais bien comme un frère. Je l'ai fait embaucher à la commission Tisch comme avocat. Je l'ai nommé ambassadeur du Canada à Paris. Je l'ai nommé ministre sans élection. Je l'ai fait élire dans une circonscription électorale. Je l'ai nommé leader du Québec dans mon gouvernement. Et à la toute dernière minute, dans le Cold Beach, il viré de bord, puis il n'était plus là. Alors, pendant 14 ans, il a vendu une salade à travers le Québec, ses mémoires, etc., puis ses discours, qui donnaient une version de la situation. Je mentionne dans le livre qu'un jour, je suis assis dans le bureau de Jean Charest, qui était premier ministre du Québec, à ce moment-là. Charest rentre avec ses gardes du corps, il y avait un livre comme ça des mains. Il dit, est-ce que vous avez lu ça? J'ai dit non. C'était le 3e volume de la biographie de Jacques Parizeau. J'ai dit non, je ne suis pas au courant. Ça vient de sortir. Il dit, avec ça, l'auteur vient de prendre Lucien Bouchard, le met dans le sac. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il a fait des photocopies, il m'a donné 5 ou 6 pages de photocopies. Et j'ai vu, pour la première fois, la vérité
ce que M. Bouchard avait fait. La simple réalité. C'est venu d'un tiers. En plus, oui. Du journaliste de Radio-Canada qui est à Québec, qui a écrit le volume sur M. Parizeau. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que contrairement aux écrits et aux déclarations de M. Bouchard, la réalité, c'est que pendant qu'il était mon ministre et mon leader du Québec, et pendant que Jean Charest travaillait pour sauver Beach, 2 semaines avant, il avait fait un deal privé avec Parizeau pour quitter mon gouvernement alors qu'il siégeait au Conseil des ministres. Alors, c'était complètement renversant, c'était inacceptable. Je savais, évidemment, ce qu'il avait dit pendant 14 ans n'était pas vrai, en commençant par sa déclaration dans son livre, puis à la Chambre, qu'il avait démissionné. Il n'a pas démissionné, je l'ai congédié. Je l'ai congédié dans ma maison à 9h15 le soir, le fameux dimanche soir. Mais je ne savais pas pourquoi. Je soupçonnais qu'il y avait quelque chose qui clochait, que ça allait mal. J'ai jamais eu la vérité. Ah, imaginez-vous, à ma grande surprise, j'ouvre le livre, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ses amis ont trop parlé. Ils ont décidé que 14 ans avaient passé. C'était peut-être le temps de se lâcher l'os un peu. Alors, ils ont parlé à l'auteur, pas à moi, là. Et puis, en parlant, ils ont donné pour la première fois la vérité. La question, donc, c'est que, est-ce que ce que j'ai écrit là, c'est vrai ou non? Ce livre-là se vend depuis 1 mois. Puis, il n'y a personne, ni M. Bouchard, ni personne qui a dit ça c'est faux. Il n'y a personne qui a dit un mot. Ni le groupe de M. Trudeau, ni le groupe de M. Bouchard. Il n'y a pas un mot. Si, par exemple, il y a erreur là-dedans, j'en prends l'entière responsabilité. Et personne n'a dit qu'il y a la moindre erreur là-dedans. Et donc, je présume que la raison pourquoi M. Bouchard ne le commente pas, c'est parce qu'il est peut-être d'accord avec. Il ne l'aimera peut-être pas, mais c'est la vérité. Ce que j'ai écrit, comme vous le savez, je n'ai pas été tendre avec moi-même dans ce livre-là. Non, je trouve même que vous reconnaissez beaucoup les erreurs que vous avez faites, mais en même temps, des fois même, je me dis, mon Dieu, il est dur envers lui un peu. Oui, quand j'ai décidé d'écrire et puis de dire la vérité, c'était pas juste au sujet de d'autres. Non, c'était mon sujet. Je parle ouvertement du fait que pendant une dizaine d'années, je prenais trop d'alcool. Puis ça commençait à avoir un impact, ça pouvait avoir un impact très négatif sur ma vie, sur ma carrière, etc. Comme bien d'autres au Québec. Et dans mon cas, j'ai décidé d'arrêter. Je parle dedans de certains de mes déboires. Ce n'est pas toujours des cadeaux, ça. Le samedi soir, le 14 scotch derrière la cravate. C'est pas... Ouais, c'est ça. Alors, j'en parle ouvertement. Alors, j'essaie de dire la vérité à mon sujet, comme au sujet de d'autres. Et il n'y a pas de mesquinerie, je ne le fais pas de façon mesquine. Alors, pourquoi est-ce que j'aurais pu négliger d'inclure cela? Absolument. Ça aurait faussé l'histoire complètement. Voilà. Dans 50 ans, des gens qui vont s'interroger pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans Beach? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce M. Bouchard-là? Il est là. Il est là. Et c'est aussi, d'une certaine façon, dans Parizeau, d'une certaine façon, puisque Parizeau, dans la biographie de Parizeau, on en parle aussi. Oui. Voilà. Alors... C'est Parizeau et ses amis qui ont parlé ouvertement à M. Duchesne, qui est l'auteur de ce texte-là. C'est eux qui ont parlé. Je ne le savais pas, moi. Je l'ai appris ce jour dans le cabinet de Jean Charest. On lisait ça pour la première fois. C'était un grand secret conservé pendant 14 ans. Mais ça doit faire du bien, ça doit soulager. D'autant que, comme vous dites, c'est venu d'un tiers. Alors, ça doit soulager, puis d'autant que c'est venu d'un Parizeau où vous mentionnez que Bouchard n'aimait pas du tout Parizeau. Vous dites même qu'il le détestait
royalement ou quelque chose dans ce Oui, style-là. et puis c'est hautement réciproque. Oui. Monsieur Mulroney, on va être presque obligé de se quitter, là. Mais avant de terminer, là, c'est vrai, OK? C'est vrai. Avant de terminer, de quoi êtes-vous le plus fier dans ce livre-là? L'avoir terminé. 1300 pages, c'est quelque chose. Mais laissez pas ce livre-là vous tomber sur le pied. Non, ça fait beaucoup. Préparez-vous pour une visite à l'hôpital rapidement. Et puis, je dirais aux gens, quand vous le lisez dans votre lit le soir, organisez-vous pour être bien appuyé, parce que quand on est rendu loin, il y a 1300 pages. Passionnant avec les annexes de Meach. Je trouvais ça très intéressant que vous placiez ça là. C'est un plaisir de revenir là. Puis je vois aussi toute l'affection que vous aviez pour M. Bourassa. Oui. Et j'ai trouvé ça très très touchant. André Bourassa, ça va hier soir. Ah oui? Et elle était là, justement, avec moi hier soir. Et Bourassa, c'est un grand homme, hein? Un grand premier ministre. Moi, je dirais que j'ai eu le privilège de connaître tous les premiers ministres du Québec, très bien d'ailleurs, depuis Paul Sauvé. Et Jean Lesage, c'était le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec. René Lévesque, probablement le deuxième. Et Bourassa, sûrement troisième. Ah oui? Ah oui, vous le placez comme ça dans oui, oui. D'abord, Lesage, j'ai pas de doute là-dessus. Puis ensuite, M. Lévesque, que j'ai très bien connu, bien admiré. C'est un grand démocrate, Lévesque, un grand démocrate. Et Bourassa, c'est un bâtisseur, à Beijing, son infrastructure. C'était son bail. Et puis il a bien réussi. Monsieur Mulroney, vous êtes un homme fort sympathique. C'est ce qu'on retrouve comme ton d'ailleurs dans votre livre. Sympathique, drôle. Ça se lit comme, je dirais comme un roman, mais dans le sens que l'expression populaire, ça se lit bien. C'est intéressant. Ça sera dans les mains de ma fille. Elle a 11 ans et demi. Et ça va lui permettre de voir une partie de son histoire. Merci pour le grand Canadien que vous êtes. Merci. Pour tout le service. Et je pense toute l'humilité que vous avez servi le Québec, le Canada et toutes les provinces, qu'est-ce que je dis là, juste le Québec? Faudrait pas, hein? Mais tout le Canada. Merci beaucoup, M. Mulroney. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre présence. Merci beaucoup.